Je m'excuse de garder votre parenthèse ouverte parce que, en fait, j'ai des informations à vous fournir sur le sujet. C'est un sujet que je ne connaissais pas, la réflectance, puis je pense que les Joannais, on a tous un peu appris là-dessus dernièrement. Et j'ai été fouiller la chose. Il y a 3 arguments que vous nous avez apportés. 1, que c'était une norme qui était excessive. 2, que les matériaux ne sont pas disponibles. Et 3, que les coûts sont élevés pour ces matériaux-là. J'ai cherché à comprendre pourquoi vous aviez fixé à 78 le taux de réflectance. Et la réponse est assez simple. Ça n'a rien à voir avec Rosemont. C'est la norme qui est établie par LEED. Vous savez, quand on bâtit un immeuble LEED, il faut qu'il ait un toit avec un taux de réflectance de 78. Donc, c'est une norme qui est universelle. Pourquoi ils l'ont fixé à 78, je ne sais pas, mais je pense qu'ils savent mieux que nous et ils doivent trouver ça suffisamment important pour l'avoir établi à cet endroit-là. Oui, vous avez raison que l'arrondissement de Rosemont a fait un règlement là-dessus et tous les toits qui sont rénovés doivent maintenant répondre à la norme LEED pour atteindre un niveau de réflectance de 78. C'est vrai aussi en grande partie pour la Ville de Montréal qui le demande et même qui finance le changement de certains toits. La plupart des immeubles, je pense à l'adresse Symphonique à Montréal, a été bâti avec un toit avec un indice de performance de 95, de réflectance. Donc, pour ce qui est du fait que la norme elle est excessive, non, parce que c'est une norme qui est universelle. Est-ce que les matériaux sont disponibles? J'ai été voir le site web du Cool Roof Rating Council. Et quand on fait une recherche dans leur base de données et qu'on demande un indice de réflectance supérieur à 78, le site nous fournit 691 fabricants de matériaux de toit avec un indice de réflectance supérieur à 78. Bon, sur ces 691 fabricants-là, peut-être que la plupart ne sont pas disponibles au Québec, il faut vérifier. Alors, j'ai posé la question à des spécialistes. On m'a renseigné, on m'a dit qu'il y a 2 grandes compagnies qui fournissent, il y a au moins 2 grandes compagnies qui fournissent les matériaux au Québec. Il y a la compagnie Firestone, qui est une grande multinationale. Eux, ils fabriquent ça à Mississauga, dans la banlieue de Toronto. Et il y a la compagnie Soprema, qui, eux, fabriquent ça à Drummondville. Puis pour ce qui est de l'installation, parce que je me suis dit peut-être que l'inquiétude était au niveau de l'installation, c'est peut-être plus difficile à installer. Regardez, prenez le bottin des pages jaunes, là, il y en a plein, il y en a en masse. Le coût des matériaux serait peut-être exorbitant, c'est un peu l'argument, peut-être trop cher. Bien, écoutez, première des choses, il faudrait regarder pour les subventions, parce que le gouvernement du Québec a à quelques reprises subventionné des projets d'installation de toits blancs. J'ai un exemple ici à Cartierville. En plus, avoir un toit blanc pour un immeuble commercial, ça réduit beaucoup les frais de climatisation l'été. Donc, il y a une bonne épargne d'argent là-dessus. Et c'est des toits qui ont une durée de vie de 2 à 3 fois plus longue que les toits gris. La raison pour ça étant qu'ils n'absorbent pas de chaleur, donc ils ne se détériorent pas aussi rapidement. Tout ça pour un coût supérieur de 15 à 20 %. Alors, je ne pense pas qu'on peut prétendre que c'est exorbitant. Ces informations-là proviennent de la Ville de Montréal. Alors, je me suis demandé si le problème n'était pas en dehors de ces 3 arguments-là. Alors, je me suis demandé si le cas des problèmes d'îlots de chaleur urbains était inexistant. Peut-être que dans le fond, à Saint-Jean, ce n'est pas une préoccupation. Bien, il y a sur le site de l'Institut national de santé publique du Québec une carte qui identifie les îlots de chaleur. Et je peux vous dire que la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu est un immense îlot de chaleur. C'est une tache rouge sur la carte. Alors, j'imagine que ce n'est pas ça le problème. Je me suis demandé si peut-être que c'est IGA le problème. Peut-être que IGA a réussi à convaincre qu'ils ne voulaient pas faire ça parce qu'eux, ce n'est pas dans leur pratique, ils ne le font pas. Bien, écoutez, il faut dire que IGA a ouvert la première épicerie, le premier bâtiment d'épicerie LEED à Saint-Pascal de Kamouraska en 2007. Ils ont depuis 64 magasins qui ont été construits ou rénovés en intégrant divers éléments environnementaux tels que les toits blancs. Le IGA de Trois-Rivières, ouvert en 2009, il est LEED et il a un toit blanc. Le IGA de Cookshire, il a été ouvert en 2010, il est LEED lui aussi. Et ils vont ouvrir, ou c'est peut-être l'ouverture s'est faite peut-être bientôt, un centre de distribution à Terrebonne, qui est immense. Vous imaginez un centre de distribution pour la compagnie Sobeys et IGA. Eh bien, l'immeuble est entièrement LEED et le toit est entièrement blanc et fait de matériaux recyclés. J'aimerais ajouter aussi que j'ai relu le règlement
Et non seulement on exige, en fait, on exige que le toit soit blanc avec un indice de réflectance de 78, mais il y a une alternative qui est offerte par le règlement, et le IGA s'en est pas prévalu, c'est de faire une toiture qui est verdurée, une toiture végétalisée. Alors, je ne réussis pas à comprendre pourquoi on a fait cette dérogation-là. Bon, maintenant c'est fait. Mais je ne vois pas l'argument pourquoi vous changeriez votre règlement, parce que les arguments que vous avez apportés jusqu'à maintenant sont non fondés. Bon. Écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner à notre service de l'urbanisme. Je vais vérifier ce que vous me dites. Je vais déposer tous les documents de recherche par rapport à ça. J'aimerais ça, oui, ça serait apprécié. Puis je vais vérifier tout ça. Merci beaucoup.